bonjour à tous. On va aborder maintenant les aspects qui sont liés à la modélisation hydrologique avec différentes contributions et on va évoquer notamment des contributions qui ont été apportées dans le cadre de thèses financées ou liées au projet. Donc les travaux qui vont être présentés, ils sont liés au WP3 qui portait sur le développement, l'amélioration des modélisations. Il y avait trois principaux objectifs. D'abord, d'adapter les modèles pour mieux simuler les étiages, avec notamment une mise en place d'approches semi-distribuées. Vous l'avez vu ce matin précédemment, François a présenté. Pour l'instant, la plateforme on utilise des modèles globaux. Donc, il y avait ce passage des modèles globaux aux approches semi-distribuées, qui était un des enjeux du projet. Et puis aussi une prise en compte des influences, on en a parlé aussi. On est de plus en plus confronté à des situations où les influences ont de l'importance sur la prévision des étiages. Il y avait une question importante d'estimation des paramètres qui était liée à ces modifications des structures de modèles, des mises en place de stratégies régionales notamment. Et ça, vous reverrez ces questions-là dans la présentation suivante, avec le cas de la Meuse notamment. Donc, des approches qui peuvent être adaptées au contexte plus ou pas jaugé. Et puis enfin, l'assimilation de données. Mais là, je passe rapidement parce que ce sera l'objet de la présentation de Jean-Pierre cet après-midi. Donc, je commence par présenter quelques éléments qui sont liés à deux thèses qui n'étaient pas financées par le projet, mais qui ont porté sur des thématiques qui intéressaient bien sûr le projet. La thèse d'Antoine Pelletier qui a été menée dans l'équipe d'Anthony Heinrich et qui a permis d'utiliser les niveaux piézométriques pour contraindre le modèle GRCJ qui est utilisé dans la plateforme Prémisse, avec notamment cette capacité de représenter explicitement le niveau des eaux souterraines, et ça permettait, alors pour les objectifs d'assimilation de données, Jean-Pierre en reparlera, mais aussi pour les questions de calage avec l'amélioration de la stabilité des paramètres du modèle. Donc, vous voyez sur la figure en bas à gauche, c'est la corrélation entre les 6 paramètres du modèle GRCJ avec, donc sur 2 périodes de calage. Et donc, on a en vert la corrélation qu'on obtient avec l'approche habituelle, et puis en rouge, des valeurs plus fortes de corrélation qui sont obtenues avec un schéma de calage qui est multi-objectif, qui tient compte du niveau piézométrique en fait, pour apporter de la stabilité. Donc, ça n'a pas permis d'améliorer les performances en débit, mais ça permet d'améliorer la stabilité des paramètres en apportant cette information complémentaire. Je vais dire quelques mots aussi de la thèse de Malak Sadki, qui n'a pas été non plus financée dans le projet, mais qui s'intéressait à l'intégration des barrages réservoirs dans un modèle de surface. Donc, c'était une thématique importante aussi pour le projet. Vous voyez à gauche un schéma de modélisation du fonctionnement d'un barrage réservoir. Donc, c'est un modèle qui a été associé au modèle de surface ISBA et le modèle de routage CETRIP, donc utilisé à Météo France. Et donc le modèle a été testé sur plus de 200 barrages réservoirs en Espagne qui ont différentes finalités. Et une illustration des résultats obtenus, donc vous avez en haut à gauche, on voit la capacité du modèle à représenter ce décalage saisonnier. Donc vous avez en orange, notamment là sur le schéma ici les entrées. Donc là, on a les débits entrants en jaune et puis les débits sortants en bleu, et vous voyez la capacité du modèle à représenter ce décalage saisonnier, donc un stockage, déstockage en fonction des besoins. Et donc ce qui a été montré avec notamment les 2 figures ici, vous voyez les améliorations apportées quand on utilise ce module de représentation des influences, c'est de fortes améliorations, notamment sur les réservoirs qui sont utilisés principalement pour l'irrigation. Donc c'est une contribution importante pour prendre en compte l'influence de ces grands barrages réservoirs avec donc, des méthodes qui pourraient être utilisées dans d'autres secteurs. Et je vais laisser la parole à Alban et à Ajar. Tous. Alors, la thèse de Fuchsen, c'est une thèse qui a été soutenue il y a environ un mois, que j'ai encadrée avec Lasken Andréation. Et elle portait sur le réalisme physique des modèles hydrologiques conceptuels. Un des flux qui nous a particulièrement intéressés dans cette thèse, c'est les échanges interbassins, les échanges souterrains interbassins qu'on appelle l'IGF, et qui sont liés au fait que le bassin topographique peut ne pas correspondre exactement au bassin hydrogéologique, et donc les bassins voisins peuvent échanger de manière souterraine, ce qu'on essaie de modéliser dans nos modèles. D'un point de vue bilan hydrologique, ça veut dire que la pluie n'est pas seulement traduite en débit et en ETR, mais également en IGF. Et le problème, c'est que si on arrive plutôt bien à mesurer la pluie et le débit,
l'ETR et les IGF, eux, on a beaucoup plus de mal à les mesurer. Et donc, ils sont déduits de la modélisation. Et le deuxième problème, c'est que il y a de l'équifinalité des flux, c'est-à-dire qu'on peut simuler toujours le même débit, mais de différentes manières, donc soit avec beaucoup de TR et peu d'IGF, ou beaucoup d'IGF et peu de TR, et ça, on n'a pas envie de ça, parce que ça veut dire que ces IGF et ces ETR sont irréalistes. Et c'est un peu la question qu'a posée Shuchen dans sa thèse. Elle a travaillé sur deux bassins, que sont la Somme et la Meuse, où on s'attendait à voir beaucoup d'échanges souterrains. Alors, il y a eu plusieurs stratégies pour traiter ce problème. La première stratégie qui a été mise en place, c'était dans l'optimisation des paramètres, dans le calage du modèle, on va pas seulement contraindre le modèle à être bon sur les débits, mais on va aussi le contraindre à bien simuler le TR. Donc, on va faire ce qu'on appelle du calage multi-objectif, où l'optimisation des paramètres est guidée par au moins deux fonctions objectives. Alors, la difficulté, c'est autant le débit, on a la mesure, le TR, on a des estimations, et on a travaillé avec deux estimations, une estimation de TR par satellite avec MODIS et une estimation empirique avec des approches médicaux. Et ce que ça a permis d'obtenir, c'est qu'on a ainsi corrigé des incohérences spatiales qu'on avait dans l'ETR. On avait des endroits qui étaient anormalement, avec des ETR anormalement basses. En tout cas, on ne s'attendait pas à avoir des ETR si basses. Et en calant de manière multi-objectif le modèle, eh bien, on arrivait à avoir des ETR un peu plus cohérentes dans l'espace. Et indirectement, on peut espérer, de par le bilan que je vous ai présenté tout à l'heure, juste avant, que les IGS sont aussi mieux contraints. D'un point de vue performance de modélisation, on n'avait pas de gain en termes de simulation des débits, mais il n'y avait pas de perte non plus. La deuxième stratégie qu'a mis en place Fouquier dans sa thèse, c'était non pas sur les paramètres du modèle, mais sur la structure même du modèle et comment faire en sorte que le modèle dans sa structure soit cohérent. À savoir qu'elle a travaillé sur le modèle GRSD qui est développé à INRAE Anthony. Et à l'origine, le modèle estimait les IGF par un bilan hydrologique qu'il faisait de manière totalement indépendante sur chacun des sous-bassins. Et donc, pour pas que ce soit fait de manière totalement indépendante, on a créé une dépendance pour que si de l'eau soit perdue par un bassin, il faut forcément être gagné par un autre bassin. On n'invente pas de l'eau, on ne fait pas disparaître comme ça. Et donc, les premières hypothèses qu'on a testées, c'était que s'il y a une perte, elle est directement pas récupérée par le bassin à l'aval. Ainsi de suite. Ce que ça a permis d'obtenir, c'est que du coup, on n'avait pas seulement une vision des IGF qui sont un simple bilan gain ou à perte, mais on avait ainsi une visualisation de où sont les gains, où sont les pertes dans l'espace. D'un point de vue performance de simulation des débits, on n'a pas eu de gain non plus, mais on avait des cartes plus cohérentes de simulation des IGF et des TR. Et la troisième et dernière stratégie que je vous présente ici, c'est que du coup, on est passé du modèle que je vous présentais juste avant à un modèle où, plutôt que de récupérer les IGF directement à l'aval, on va les récolter dans un réservoir commun à l'ensemble des mailles, ce qui pourrait représenter la nappe en fait, qui est partagée à l'ensemble des sous-bassins. Alors, si collecter toutes les pertes dans un réservoir n'est techniquement pas trop difficile, ce qui est difficile après, c'est de savoir comment on redistribue les apports de nappe entre les sous-bassins. Et donc, les hypothèses qu'on a explorées, c'est à base d'indices géomorphologiques. Ce qui marchait bien, c'était le relief. Donc, typiquement, les fonds de vallée pourront préférentiellement plus récolter les apports de nappe. Et donc, on va spatialiser comme ça les apports de nappe, ce qui sort du réservoir commun à l'ensemble des mailles. Et dans cette stratégie-là, on avait une représentation plus explicite et spatialisée des échanges nappe-rivière, une performance du débit qui a été améliorée, là, ce qu'on voit entre le noir, les deux graphiques. On a une performance sur des débits hauts, des débits médians et des bas débits, qui a été améliorée en mettant en place cette stratégie. À savoir que cette comparaison était faite avec un calage qui était homogène dans l'espace, l'ensemble des sous-bassins avait le même jeu de paramètres. Mais une des perspectives, ce serait de développer des stratégies de régionalisation des paramètres pour un peu mieux spatialiser. Voilà.
Donc, pour ma part, mes travaux de thèse ont porté en fait sur l'amélioration de la modélisation des étiages par le modèle de présage. En fait, ce présage est un modèle conceptuel qui est parmi les 5 modèles présents dans la plateforme Prémisse. C'est un modèle global et aussi à réservoir. Et en fait, elle a été développée en 2007 et a montré de performances satisfaisantes pour la période pour laquelle il a été développé. Or, en fait, en le testant sur la période récente, on a constaté que le modèle tend à sous-estimer les débits d'étiage, comme le montre l'hydrogramme simulé ici en rouge, par rapport au débit observé présenté en fait, par la courbe noire. Et on observe que le tarissement simulé est plus fort que celui qui est observé. Et donc, il y avait en fait des pistes de réflexion et des axes d'amélioration. Le premier, en fait, concerne la modification de la loi de vidange de réservoir de gravita. En fait, on avait une loi de vidange linéaire. Et on a changé, on est passé à une loi de vidange non linéaire qui a montré une amélioration des performances et une réduction en fait des erreurs pour la majorité des bassins versant de la Moselle à Conche, donc pour la zone d'étude. Et ceci en fait est montré aussi par l'hydrogramme en vert, par la courbe en vert qui représente l'hydrogramme simulé par cette nouvelle version du modèle de présage. Un deuxième axe, en fait, concerne la mise en place d'un modèle semi-distribué. En fait, dans l'approche semi-distribuée, on va discrétiser un bassin versant en plusieurs sous-bassins versants, que ça soit jaugé ou non jaugé. Et donc, ainsi se pose la question de l'estimation pour les bassins versants non jaugés. Et donc, pour notre cas, en fait, on a utilisé une méthode différente de ce qui est fait classiquement dans les modèles semi-distribués. On a cherché, en fait, à régionaliser les débits et non pas les paramètres du modèle. Et donc, pour faire, il y a tout d'abord une première étape qui va consister à sélectionner un bassin versant donneur donc parmi les zones homogènes qui sont représentées dans la carte. Par la suite, on élabore la courbe des débits classés du bassin versant donneur et on cherche également, à partir d'une corrélation, à estimer la valeur médiane du débit du bassin versant non jaugé à partir de la précipitation annuelle moyenne. Par la suite, on arrive à élaborer une première courbe des débits classés du bassin versant non jaugé à partir des débits médians, donc celle qui est représentée en jaune, et en utilisant quelques mesures ponctuelles, dans quelques données de jaugeage, on corrige en troisième étape la partie inférieure de la courbe des débits classés pour le bassin versant non jaugé, donc qui est représenté avec une courbe avec les tirets en vert. Et donc, en fait, là, pour montrer l'apport de la correction par les données de jaugeage, l'hydrogramme en haut montre en fait les débits estimés sans jaugeage en rouge, et celui en vert montre les débits estimés avec les jaugeages, ainsi que les panneaux moustaches montrent pour la totalité des bassins l'apport en fait de la correction avec les données jaugeage. Ce qui est intéressant en fait, c'est plus pour le deuxième échantillon qui est un échantillon secondaire et qui était de petite taille, similaire en fait à la taille des bassins versants non jaugés utilisés dans la modélisation semi-distribuée. Et donc, en appliquant en fait la méthode pour un bassin versant de la Moselle à Custine, avec des tailles de mailles de 100 km², on obtient une amélioration des simulations en utilisant l'approche semi-distribuée pour la Moselle à Custine. Il y a aussi un autre intérêt de la méthode, c'est qu'on obtient des paramètres spécifiques partout pour toutes les mailles. Et par la suite, une fois en fait on arrive à avoir des paramètres partout, on arriverait à prévoir ou à simuler les débits d'étiage, faire des estimations de débits caractéristiques pour la gestion opérationnelle. Mais pour ceci, il faut en fait un réseau hydrométrique dense et quelques mesures ponctuelles pour corriger en fait les courbes des débits classiques.